Un savant nommé Frankenstein construit un monstre sans âme en assemblant les membres de différents corps qu'il vole dans les cimetières. Horrifié par l'apparence répugnante de celui à qui il a donné la vie, il le laisse s'enfuir et cherche à l'oublier. Le monstre trouve refuge dans une cabane jouxtant la demeure d'un aveugle et de ses enfants. Il demeure caché et s'instruit en observant ses voisins. Mais lorsqu'il veut faire leur connaissance, il est chassé avec horreur. Las de n'espérer à tous que haine et dégoût, il se révolte contre son Créateur et tue son frère. Puis, il exige de lui qu'il construise une compagne à son image. Mais Frankenstein, lui ayant obéi, détruit son ouvrage avant de lui avoir donné vie. Le monstre se venge en tuant l'ami, puis la femme du savant, et s'enfuit alors sur la banquise du pôle Nord. Frankenstein l'y cherche pour le supprimer. Dois-je avoir du respect pour l'homme qui me méprise? Qu'il ait de l'affection pour moi, et, au lieu de lui faire du mal, je le servirai s'il accepte avec des larmes de gratitude. Mais ce n'est pas possible. Les sentiments humains forment une barrière infranchissable pour notre union. Jamais, pourtant, je ne me soumettrai à un esclavage aussi abject. Je veux venger les injustices que j'ai subies. Si je ne peux pas inspirer l'amour, je répandrai la peur et, principalement sur toi, au plus grand ennemi, parce que tu m'as créé et que je nourris envers toi une haine inextinguible. Je serai l'instrument de ta destruction jusqu'à te retourner le cœur et te faire maudire le jour où tu es né. Mary Wollstonecraft Godwin n'a pas encore 19 ans lorsqu'elle écrit ce roman d'épouvante au cours d'un séjour en Suisse avec son mari, le poète Percy Shelley, et de Lord Byron. La lecture commune des contes fantastiques allemands les incite à un défi singulier, celui d'écrire chacun un récit de ce type. Mais seule Marie mène ce projet à bien. Si son Frankenstein fait appel à certains effets de terreur propres au roman gothique en vogue 2 décennies auparavant, il inaugure un genre nouveau de fiction qui mêle le fantastique et le scientifique. Le récit illustre à un double niveau le mythe prométhéen de la révolte de la créature contre son créateur, à travers la figure du savant dans son désir d'égaler Dieu, mais également à travers celle du monstre dans son désir d'égaler l'homme. Comment puis-je t'émouvoir? Mes supplications sont-elles impuissantes à te faire accorder un regard de pitié à ta créature qui implore ta beauté et ta compassion? Crois-moi, Frankenstein, j'étais bienveillant, mon âme rayonnant d'amour et d'humanité, mais je suis seul, affreusement seul. Toi, mon Créateur, tu me hais, que puis-je espérer obtenir de tes semblables, qui, eux, ne me doivent rien, ils me rejettent et me haïssent. Ainsi, l'omniscient Frankenstein, disciple attentif de Paracelse et de Cornelius Agrippa, possédé par un esprit d'orgueil sacrilège et penché sur les sanglants débris de sa table de dissection, ne faisait-il que commettre à son tour le terrible péché de la connaissance en voulant pénétrer des domaines sacrés et concurrencer l'œuvre divine. Ô, vous,
les étoiles et les nuages et la brise que vous apportent mes tourments. Si vous avez vraiment pitié de moi, débarrassez-moi de mes souvenirs, de ma sensibilité, et laissez-moi sombrer dans le néant. Sinon, écartez-vous de moi et laissez-moi seul dans mes ténèbres. Frankenstein fut donc un livre à succès. Il parut précisément au moment où il était nécessaire pour les œuvres de fiction de produire non seulement des sensations désagréables, bien que par procuration au creux de l'estomac, mais des réflexions cérébrales. Mais, dans ce qu'il vous en a dit, il n'a pu faire la somme des heures, des jours, des mois de misère que j'ai endurés, me consumant en impuissante passion, car en détruisant les espérances de mon Créateur, je ne satisfaisais pas mes propres désirs. Ceux-ci demeuraient toujours aussi ardents, aussi insatisfaits. J'aspirais pourtant à l'amour et à l'amitié, mais l'on me repoussait sans cesse. N'y avait-il pas là une injustice? Dois-je être considéré comme le seul criminel alors que le genre humain tout entier a péché contre moi? Pourquoi ne détestez-vous pas Félix qui chassa son ami de sa porte avec mépris? Pourquoi n'exécrez-vous pas le paysan qui essaya de tuer le sauveur de son enfant? Mais non, ce sont là des êtres vertueux et immaculés. Moi, le misérable, le proscrit, je ne suis qu'un monstre, un avorton fait pour être bafoué et piétiné. Voilà ce qui déroute dans cette créature. Elle est si neuve qu'elle ne peut être rangée dans aucune catégorie d'êtres préalablement connus. Aussi bien, jusqu'à la fin du roman, ne porte-t-elle aucun nom. Que peut-on rêver de plus angoissant? L'innommable n'est même pas justifiable de cette discrimination suprême, les vivants et les morts. Mais je souffre d'un besoin que je n'ai pas encore pu satisfaire, et l'absence de cet objet me touche maintenant comme le mal le plus sévère. Je n'ai pas d'amis, Marguerite. Lorsque l'enthousiasme du sujet m'exalte, il n'y a personne pour participer à ma joie. Si les désillusions m'accablent, personne ne s'efforce de relever mon courage défaillant. Je confierai mes pensées au papier, c'est vrai, mais quel pauvre moyen pour communiquer ces sentiments. C'est un grand malheur que d'être sans amis, mais le cœur de l'homme, quand nul intérêt personnel immédiat ne l'obscurcit, est plein d'amour et de charité fraternelle.